Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Après la réforme de la fiscalité des géants du numérique qu'on appelle le pilier 1 dans la vision du grand soir fiscal de l'OCDE, après la réforme sur l'imposition minimale des grandes entreprises avec le taux d'imposition de moins 15%, on est désormais sur le pilier 3 avec cette bataille fiscale de la taxation des milliardaires. Quentin Parinello, bonjour, vous êtes conseiller politique senior de l'Observatoire européen de la fiscalité, vous travaillez avec Gabriel Zucman, vous avez cette proposition sur l'impôt des grandes fortunes, un impôt de 2% sur à peu près 3000 milliardaires. C'est à peu près ce qui est visé, qui pourrait rapporter entre 200 et 250 milliards de dollars chaque année. Première question, avant de parler des États-Unis et de la manière dont ça va être potentiellement adopté, comment on fait concrètement pour taxer ces 3000 milliardaires qui ont des actions, des fortunes qu'ils peuvent mettre où ils veulent? C'est quoi votre vision ? Effectivement, le but de ce rapport, c'était d'expliciter comment on fait techniquement pour mettre en place cet impôt de manière coordonnée au niveau international. Il a été commissionné par la présidence du G20, qui est cette année endossée par le Brésil, parce qu'il y avait une question de priorisation de la taxation des plus riches. Donc ce rapport, il dit quoi? Il dit premièrement, et je pense que c'est la base, il faut revenir dessus, toutes les données fiscales dont on dispose montrent qu'on a une régressivité fiscale au sommet de la distribution. C'est-à-dire que les milliardaires payent proportionnellement moins d'impôts que le reste de la population quand on prend l'ensemble des impôts payés sur le revenu, sur la consommation, sur les entreprises. Et donc, il propose un impôt minimum. On a un impôt minimum sur les multinationales, vous venez d'en parler, et donc l'idée c'est de dire il faut également un impôt minimum sur les plus riches. Deuxième question. C'est comment on fait? Moi j'attends toujours. À partir de quoi on fait cet impôt minimum? L'élément le moins manipulable, c'est effectivement le patrimoine. Donc un impôt minimum, c'est de dire vous devez payer un impôt minimum en revenu, mais il doit atteindre un minimum de votre patrimoine. Donc premier élément, est-ce qu'on est capable de vraiment valoriser le patrimoine? Au niveau des milliardaires, il y a un peu plus de la moitié du patrimoine des milliardaires qui est en fait des actions publiques. Donc c'est assez facile à valoriser au jour le jour. Le reste, c'est des actions dans les entreprises privées qui sont également relativement faciles à valoriser. Donc premièrement, on peut valoriser le patrimoine. Deuxièmement, on a accès aux revenus qui sont payés dans votre pays. Et troisièmement, c'est un peu la nouveauté, on a également accès aux revenus qui sont stockés offshore depuis la fin du secret bancaire grâce à des grands progrès en matière de coopération fiscale. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on fait quand on a des milliardaires qui s'en vont? Évidemment, c'est toujours le risque qui est mis en place. J'ai pas compris. Du coup, comment on fait concrètement? Vous avez des milliardaires, ok, il y a les actions, donc il faut attendre que ça soit vendu, cédé pour les taxer. Non, vous taxez. Non, attendez. On parle d'impôt sur le revenu là. On parle d'un minimum d'impôt sur le revenu. La question, c'est à partir de quoi on l'exprime. Il faut que le minimum d'impôt sur le revenu soit exprimé en fonction d'un minimum de patrimoine. C'est pas un impôt sur la fortune. C'est simplement de dire le minimum de votre impôt sur le revenu doit correspondre à un minimum du patrimoine. Pourquoi? Et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut partir des données. Lorsqu'on regarde l'ensemble des données des administrations fiscales françaises, américaines, italiennes, etc., on voit que tout en haut, il n'y a plus d'impôt sur le revenu qui est payé. Pourquoi? Simplement parce qu'on a des ultra-riches qui structurent totalement artificiellement leur patrimoine pour ne plus avoir de revenus taxables. Ils ont des revenus, simplement ils ne sont pas taxables. Donc simplement on dit qu'il faut un impôt minimum sur le revenu. Il faut forcer ces revenus à devenir taxables. Simplement, on dit que pour avoir un minimum qui soit efficace, il faut que ce minimum soit exprimé en fonction de quelque chose qui n'est pas manipulable comme le revenu, puisque les milliardaires manipulent extrêmement facilement le revenu. Il faut un minimum en patrimoine. Bon, alors admettons que ça soit possible. C'est ce que dit le rapport. C'est ce que dit votre rapport. Admettons que ça soit possible. Donc 250 milliards de dollars chaque année, ça commence à faire une certaine somme. Ça peut même aller plus loin si on augmente la fourchette sur les milliardaires. Si il y a un pays, ne serait-ce qu'un seul, qui ne joue pas le jeu, ça ne fonctionne plus. Ah si, et c'est absolument le but. Vous parliez du pilier 1 et du pilier 2. Il y a une grande différence de philosophie entre le pilier 1, cet accord sur les entreprises extrêmement numérisées, et le pilier 2, c'est que le pilier 2 fonctionne y compris si des pays ne veulent pas rejoindre l'accord. Aujourd'hui, on a 35-40 pays qui appliquent l'accord, les États-Unis ne l'appliquent pas. La Chine ne l'applique pas, mais on a un système qui fait que ça a été pensé de manière à ce que cet accord puisse fonctionner sans l'ensemble des pays. Ce n'est pas le cas du pilier 1. Le pilier 1, il y a un accord qui vient d'être proposé par l'OCDE hier ou avant-hier, il me semble, mais il ne fonctionne pas sans l'ensemble des pays. Donc sans les États-Unis, ça marche? Eh bien oui. Alors la question c'est, donc le rapport propose des pistes. Il y a plusieurs pistes. La première, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait quand un milliardaire de notre pays
essaie de partir dans un autre pays. Ouais. L'exil fiscal, on peut mettre des clauses anti-exil fiscal. On a des bases dans les conventions fiscales sur les exit tax. On a des bases avec ce qu'on appelle le centre d'intérêt économique dans toutes les conventions fiscales sur lesquelles on peut travailler pour remettre en place des éléments de lutte contre l'exil fiscal abusif, premièrement. Et puis deuxièmement, est-ce qu'on ne met pas en place, de la même manière qu'il y en a sur l'impôt minimum sur les multinationales, ce qu'on appelle des clauses de collecteur en dernier ressort, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si un pays refuse de taxer ces milliardaires, et bien, si ces milliardaires ont des actifs, ont des grandes villas par exemple en France, et bien la France peut s'arroger une part de ce qui n'est pas taxé par les autres pays. Et vous n'avez pas peur que du coup tous nos milliardaires soient totalement, enfin tous nos milliardaires, quand je dis ça, en Europe c'est pas là où on en a le plus c'est... Il y a pas mal de milliardaires en France et en Europe. Hein. Oui, enfin par rapport à ce qu'il y a aux États-Unis, en Inde, en Chine, on est quand même assez loin. Pas forcément, pas nécessairement si on prend l'Europe ensemble. Bah vous disiez qu'en Europe, question... ça fait combien de personnes? J'ai pas les chiffres là du nombre de milliardaires. Bah, ça fait moins de 500, ça fait pas grand-chose. Bah, si vous voulez, vous avez 3000 milliardaires au niveau mondial, donc même si vous en avez 500 en Europe, c'est quand même une part qui est relativement importante. Donc ces gens, vous allez les obliger à rester en Europe, ils n'auront pas le droit de s'exiler? Bien sûr que si, ils auront le droit de s'exiler. Enfin, ils ont le droit. Si vous voulez, la liberté de mouvement, elle est jamais remise en cause. Là, justement, moi, dans ce que vous dites, je suis pas sûre, justement. Vous m'avez mal écouté, alors. Parce que je vais vous dire... Alors laissez-moi reprendre. Donc, si quelqu'un veut dire j'en ai marre d'habiter en France, je veux partir en Espagne, aux Bahamas, libre à cette personne, la question c'est de dire si une personne est devenue riche grâce en partie au système social et économique français, grâce aux infrastructures françaises, grâce à l'école, grâce à l'éducation, grâce à l'hôpital, c'est logique en partie qu'il y ait une partie de l'imposition qui reste. Et donc de dire vous avez vécu 20, 30, 40 ans dans un pays, vous êtes devenu riche dans ce pays, vous voulez partir dans un autre pays, aucun problème. Simplement, vous allez continuer à payer la différence d'impôt entre ce que vous payez dans le nouveau pays et ce que vous auriez payé en France. Ça existe aux États-Unis, par ailleurs, et c'est on peut tout à fait le mettre en place en retravaillant sur certaines conventions fiscales de la France avec certains pays. Quentin Parinello, conseiller politique senior de l'Observatoire européen de la fiscalité. On reparlera fiscalité à 8h15.